Dans cette ville de taille moyenne, la division entre les communautés ne se voyait pas dans les rues, ni dans les maisons somptueuses qui se côtoyaient dans les quartiers résidentiels. Pourtant, les lignes de fracture, invisibles à l'œil nu, étaient profondes. La ville, autrefois considérée comme un modèle de tranquillité, affichait une façade propre et bien ordonnée, un décor soigné où chacun semblait vivre dans une harmonie précaire. Mais derrière cette façade, l'histoire de la ville était marquée par une tension palpable, un sous-entendu qui, bien qu'absent des discours publics, pesait lourdement dans les esprits. Les racines de cette fracture remontaient à plusieurs décennies, lorsque la ville était encore plus marquée par la ségrégation. Malgré les avancées sociales et légales, de nombreuses traces du passé raciste demeuraient visibles dans les comportements quotidiens, souvent masqués par des sourires polis et des échanges cordiaux. Si les grandes lignes des discriminations raciales avaient disparu grâce à la législation, de petites coutumes subtiles, des micro-agressions et des attitudes non verbales résistaient encore. Ces formes plus discrètes de racisme, plus insidieuses, étaient souvent perçues comme normales, un réflexe naturel dans les conversations de certains habitants, dans la façon dont les services étaient rendus ou dans les interactions informelles de tous les jours. Pourtant, même les plus aveugles à cette réalité ne pouvaient ignorer que la ville portait une cicatrice invisible. De grandes familles blanches, des générations d'industrieux commerçants et de politiciens respectés, entretenaient des liens sociaux bien établis. Ces familles avaient longtemps eu un pouvoir discret mais solide. De l'autre côté, la communauté noire, bien que plus récente dans la ville, n'avait jamais été complètement intégrée dans les cercles influents. Les quelques figures noires arrivées à la tête d'entreprises ou dans des positions d'autorité avaient souvent dû lutter contre des obstacles invisibles, leur succès étant souvent attribué à des facteurs externes plutôt qu'à leur propre mérite. C'était dans ce contexte tendu que Lucienne Okafor, une femme noire, fut élue maire. Sa carrière dans la fonction publique, marquée par un travail acharné et une intégrité sans faille, avait permis de bâtir une réputation solide, mais elle n'était pas immune aux préjugés. Sa victoire aux élections, bien que saluée par une partie de la population, avait aussi généré des murmures discrets et des résistances. Certains la considéraient comme une exception, une figure capable de franchir les barrières de la couleur de peau, mais sans pour autant oublier qu'elle n'était qu'une anomalie dans un paysage social encore dominé par une majorité blanche. Pour Lucienne, gouverner la ville était bien plus qu'un simple mandat. C'était un combat pour la justice et l'égalité, une chance de briser les chaînes du passé, mais aussi une bataille de tous les instants pour maintenir sa légitimité dans un environnement pas toujours prêt à accepter son autorité. Lucas Okafor, son fils, était une figure paradoxale dans la ville. Bien que l'ascension de sa mère avait changé la dynamique politique, lui, en tant que jeune homme noir, n'échappait pas à la réalité des fractures sociales et raciales. Contrairement à sa mère, qui avait fait ses preuves en politique, Lucas se trouvait encore à la recherche de sa propre identité, de son propre espace dans un monde où il portait à la fois le poids de l'héritage de sa mère et les attentes d'un futur encore incertain. Lucas était un jeune homme brillant, passionné par le droit et la justice sociale. Il avait grandi en observant les difficultés et les sacrifices de sa mère, et il avait été nourri par des idéaux d'égalité et de respect. Mais ces idéaux se heurtaient constamment à une réalité bien plus complexe, une réalité qui, pour lui, se manifestait à chaque coin de rue, à chaque interaction avec les autres. Il vivait dans un monde où son statut de « fils de la mer » ne suffisait pas à effacer la couleur de sa peau. Il avait vu, bien trop souvent, les regards fuyants ou les sourires forcés des commerçants, des collègues ou des voisins qui, bien qu'ils lui adressaient la parole avec respect, n'étaient pas toujours capables de dissimuler leurs préjugés. Même au sein de l'université, où il était l'un des étudiants les plus prometteurs, il sentait ce malaise palpable chaque fois qu'il était confronté à des remarques sur ses origines. Bien sûr, personne n'osait le dire ouvertement, mais les gestes, les mots à demi-mot, l'éloignement silencieux étaient des témoins d'une forme de discrimination plus insidieuse. Lucas savait que pour certains, il n'était qu'un fils de mère, un héritier d'une position qu'il n'avait pas méritée à la seule force de son travail. Le fait qu'il soit noir n'aidait en rien à modifier cette perception. Bien que sa mère fût une autorité incontestée dans la ville, son fils demeurait une curiosité, un jeune homme noir dans un monde où les places de pouvoir étaient rarement occupées par des individus de sa couleur. Il était un symbole de ce que certains appelaient l'intégration réussie, mais Lucas savait qu'il ne s'agissait que d'une illusion. Ce matin-là, Lucas avait choisi de se rendre dans un café situé au cœur du centre-ville, un endroit qui symbolisait cette ligne invisible séparant les deux mondes. La petite boulangerie était un lieu fréquenté principalement par des résidents blancs, souvent des professionnels d'un certain statut social. Leurs conversations s'élevaient souvent autour de sujets comme les affaires, les dernières tendances ou les événements locaux, mais jamais il ne semblait que la question raciale puisse effleurer leurs discussions.
Les visages qui s'y croisaient étaient ceux des personnes établies, des gens qui avaient, pour la plupart, grandi dans la ville et dont les ancêtres avaient fait prospérer ses commerces. Pour Lucas, chaque fois qu'il franchissait les portes de ce café, il ressentait un décalage subtil mais évident. Il n'avait jamais été, à sa place, ici, même s'il y venait régulièrement pour travailler sur ses cours. Il s'installait dans un coin, se noyant dans ses pensées, essayant de s'évader du poids des regards. La clientèle, pour sa part, ne faisait pas grand-chose pour le faire se sentir intégré. Les sourires polis étaient à peine suffisants pour masquer la suspicion. Les murmures derrière les dos, les silences gênés, étaient des manifestations d'une exclusion silencieuse, acceptée, presque invisible. Ce matin-là, comme à chaque fois, Lucas s'installa près de la fenêtre, sortit son ordinateur portable et se plongea dans son essai sur les droits civiques. Il était absorbé par la rédaction, mais même dans sa concentration, il ne pouvait ignorer l'atmosphère qui pesait sur lui. Le café, avec son décor chaleureux et accueillant, semblait être un espace d'inconfort pour lui. Et malgré l'idée qu'il pouvait y travailler librement, il ressentait toujours, au fond de lui, qu'il n'y appartenait pas. Le bruit du carrefour entre les rumeurs et les regards figés dans le café semblait presque assourdissant, comme un écho amplifié des tensions latentes de la ville. Claire Dufresne, une femme d'affaires influente, venait de frapper d'une manière inattendue, réagissant à une impulsion indéfinissable, mais profondément enracinée. Elle n'était pas une raciste flagrante, pas dans la mesure où cela pourrait se voir dans un discours ouvert. Mais elle portait en elle, comme tant d'autres, une série de préjugés subtilement ancrés, une notion implicite de ce qui appartenait à sa sphère et ce qui n'y avait pas sa place. Claire était une femme avec une forte personnalité, une maîtrise des codes sociaux et une position qui la plaçait à l'avant-garde des affaires locales. Elle possédait des magasins dans les quartiers les plus huppés, des résidences de luxe qui attiraient des clients fortunés, et son influence sur la scène commerciale était indéniable. Mais ce matin-là, c'était cette puissance tranquille, cet air de détachement bourgeois, qui allait se briser face à une réalité qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer dans un lieu aussi banal qu'un café. Lorsque Claire entra, l'atmosphère du café se cristallisa légèrement. Les clients présents, un mélange de retraités, de jeunes professionnels et de familles aisées, observèrent tous son entrée avec un certain respect, comme si elle incarnait un élément de ce confort tranquille qui définissait la ville. Mais son regard, en se posant sur Lucas, se transforma en quelque chose de plus lourd. Elle avait toujours cru, au fond d'elle, que cette petite boulangerie était un lieu réservé. Un lieu de culture, de raffinement, de gens comme elle. La présence de Lucas, un jeune homme noir dans ce cadre aussi bourgeois, la perturba d'une manière qu'elle ne savait pas expliquer. Ce n'était pas une peur consciente, mais plutôt une sensation qui se dressait en elle, comme une barrière invisible qu'elle n'avait jamais eu à franchir. Au lieu de l'ignorer, comme tout adulte civilisé aurait fait, elle se laissa emporter par ce malaise inconscient qui avait pris racine dans ses pensées. Elle se leva alors, comme guidée par une volonté impulsive mais rigide. En s'approchant du comptoir, elle se permettait déjà d'installer une distance mentale entre elle et cet intrus dans son monde. Claire, jusqu'à cet instant, n'avait jamais eu à douter de sa place dans cette ville. Mais ce matin, Lucas, sans même avoir dit un mot, avait perturbé cette tranquillité. Elle murmura quelque chose au serveur, son geste affichant clairement un air de supériorité. Le serveur, un jeune homme plus ou moins habitué au comportement de ce genre, haussait les épaules, semblant un peu mal à l'aise. Pourtant, il acquiesça, sans poser de questions. Claire retourna à sa table, son regard ne quittant pas Lucas, scrutant son comportement avec la précision d'une chasseuse cherchant une faille. Mais il n'y avait aucune faille dans l'attitude de Lucas. Il continuait de taper sur son ordinateur, plongé dans ses pensées et ses études, parfaitement indifférent au regard qui se fixait sur lui. C'était là tout le paradoxe. Bien que la situation semblait normale aux yeux de Lucas, elle ne l'était pas pour Claire. Elle ne voyait pas simplement un étudiant en droit travaillant dans un café. Elle voyait un jeune homme noir, seul, dans un espace qu'elle percevait comme réservé à des personnes comme elle, des gens de sa classe, de son époque. Et cette pensée, cette idée qu'il n'avait pas sa place ici, se fraya un chemin dans son esprit. Quand Claire se leva à nouveau, cette fois avec une démarche plus affirmée, ce fut le point de rupture. Sa voix s'éleva, coupant l'air comme une lame froide. « Vous êtes sûr que vous avez le droit d'être ici ?» lança-t-elle, d'un ton tranchant. « Vous ne semblez pas être du coin. » La phrase, banale pour la plupart, était l'armature d'une humiliation préméditée. La question n'était pas véritablement une interrogation, mais une affirmation déguisée. C'était la manière qu'elle avait choisie pour marquer sa territorialité.
Lucas, surpris par cette approche aussi directe, leva les yeux de son ordinateur, un air confus flottant sur son visage. Il n'était pas préparé à cela. « Je suis ici pour travailler, madame, » répondit-il, sa voix calme et mesurée. C'était sa tentative, déjà préméditée dans son esprit, de désamorcer cette confrontation. Il savait, au fond de lui, qu'aucun des deux ne sortirait indemne de cette rencontre. Mais il espérait au moins éviter un esclandre. Claire, cependant, n'avait aucune intention de désescalader la situation. Son regard se durcit, et une froideur distante se posa sur son visage. Elle ne le voyait plus comme un étudiant ou une personne légitime dans cet espace. À ses yeux, il devenait une menace, une intrus, un élément perturbateur. « Je crois que vous êtes en train de me mentir. Vous n'êtes qu'un voleur déguisé. Vous vous êtes sûrement glissé ici pour profiter de l'attention. » Ces mots, en apparence anodins, portaient une lourdeur qui n'avait rien de banal. L'atmosphère dans le café se figea instantanément. Les conversations se mirent en pause, les regards se tournèrent furtivement vers Lucas. L'ironie du moment était palpable. Un espace censé être neutre, un café, un lieu d'échange social, était devenu le théâtre d'une humiliation publique. Les murmures se propagèrent rapidement, traversant les tables comme des vagues silencieuses. Claire, sentant une forme de pouvoir monter en elle, se détourna de Lucas et prit son téléphone avec une rapidité presque mécanique. D'un geste sec, elle appela la police, sa voix glaciale perçant l'air. « Oui, il y a un individu suspect dans le café. Il ne me semble pas être d'ici. Il doit être contrôlé. » Chaque mot résonnait avec l'assurance d'une femme sûre de sa position, de son statut. Elle raccrocha sans attendre, consciente de la dégradation de la situation, mais aussi convaincue que ses actions étaient justifiées. Lucas, quant à lui, était laissé là, figé dans la réalité d'un affrontement qu'il n'avait pas choisi, mais qu'il n'aurait d'autre choix que de vivre. Les policiers, arrivés en toute hâte, s'installèrent dans le café comme une perturbation bien plus tangible qu'ils ne l'avaient anticipée. Leur entrée n'était pas discrète. La porte du café s'ouvrit avec un bruit sec, un rappel que l'ordre en ville pouvait toujours se rétablir avec force, même dans un lieu aussi ordinaire qu'un café. Les regards se tournèrent immédiatement vers les deux agents, leur uniforme imposant un silence palpable. Les clients, partagés entre la curiosité et l'inquiétude, observaient cette scène qui prenait un tour inattendu. Les policiers entrèrent, inspectant brièvement la salle avant que Claire, d'un geste assuré, leur explique la situation d'une voix haute et cristalline. Elle parlait d'un ton qui ne laissait place à aucun doute. Elle se sentait dans son droit, soutenue par son statut. Ces mots étaient soigneusement choisis pour marquer son autorité, soulignant que Lucas n'avait pas sa place ici, qu'il était un élément perturbateur et qu'il devait être évacué. Claire, convaincue de la justesse de ces accusations, ne doutait pas un instant que les policiers suivraient sans hésitation sa version des faits. Le regard du policier se fit plus appuyé. Il se tourna vers Lucas, dont la posture restait calme, presque trop calme, pour ne pas éveiller davantage de suspicion. Lucas savait que la moindre réaction impulsive risquait de l'enfoncer encore plus dans cette spirale d'humiliation et de maltraitance systémique. Il ressentait la pression monter en lui, une chaleur qui se diffusait dans ses poings serrés. Son corps tout entier était tendu, mais il refusait de céder à l'émotion qui menaçait de l'envahir. Le policier s'avança, imposant, et ordonna d'un ton autoritaire « Vous allez devoir nous suivre, monsieur. » Lucas hocha lentement la tête, une vague de frustration traversant son esprit. La scène qu'il vivait était un cauchemar éveillé, l'humiliation qui accompagnait ce traitement le frappant plus douloureusement que les mots eux-mêmes. Il avait beau rester calme, il se savait à la merci de ce système qui ne lui offrirait aucune chance, aucune défense. L'espace d'un instant, il eut l'impression que le café tout entier s'était figé autour de lui, que ses regards étaient comme des poids accablants sur ses épaules. Mais avant que Lucas ne puisse répondre ou se lever, la porte s'ouvrit brusquement dans un fracas qui fit sursauter toute la pièce. Lucienne Okafor entra avec une énergie qui balayait instantanément le poids de l'injustice. La mère, une femme dont la stature imposante et le regard déterminé étaient connus de tous, se dirigea immédiatement vers son fils. Sa présence dans la pièce changea l'atmosphère en un instant. Les murmures des clients se firent moins discrets, et les policiers, qui pensaient avoir toute la situation sous contrôle, se figèrent un instant. Lucienne Okafor ne prit pas le temps de s'annoncer. Elle savait exactement ce qu'il fallait faire. Ignorant les regards interloqués des clients, elle se dirigea vers Lucas, ses yeux scrutant Claire,
puis les policiers avec une intensité qu'on ne pouvait ignorer. Elle était une force de la nature, une femme de conviction, et sa colère était palpable, mais ce qui marquait dans ses yeux, c'était la détermination implacable d'une mère prête à défendre son fils à tout prix. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme, une autorité naturelle qui imposait le respect. Elle se tourna ensuite vers Claire, son regard brûlant d'une colère froide. Les policiers, surpris, la regardaient, ne sachant pas comment réagir face à la figure de pouvoir qu'elle représentait. Puis, Lucienne se tourna vers eux, une nouvelle colère se faisant sentir dans sa voix, mais toujours mesurée. « Vous êtes en train de traiter mon fils comme un criminel uniquement parce qu'il est noir. Cette humiliation publique est inacceptable. » Sa voix se leva, résonnant dans tout le café, capturant l'attention de chaque client, chaque serveur, chaque spectateur silencieux. Ce n'était plus une confrontation, c'était une déclaration. Lucienne n'était pas là pour demander des comptes, elle était là pour rappeler à chacun le poids des injustices que l'on infligeait aux siens, et le pouvoir de la vérité face à l'oppression. Chaque syllabe qu'elle prononça marquait la gravité de la situation, du point où Claire avait fait une accusation gratuite et de la manière dont les policiers, aveuglés par le racisme systémique, avaient prêté attention sans réfléchir. Les policiers se regardèrent, pris de court. Ils avaient été trop confiants, trop sûrs de la véracité de l'appel de Claire. Mais maintenant, avec la mère face à eux, la situation leur échappait. Les murmures des clients se transformaient en chuchotements plus urgents. Ils comprenaient rapidement qu'ils n'étaient pas seuls dans cette affaire, que le poids d'une autorité bien plus grande les accablait. En quelques minutes, la situation dégénéra rapidement en un échange houleux, une tension palpable emplissant l'air. Les regards se faisaient plus insistants, les murmures plus pressants. Lucienne Okafor, profondément énervée mais toujours maîtrisant une dignité inébranlable, ne se laissa pas intimider. Elle exigea des explications publiques, son ton ferme résonnant dans le café comme un rappel de l'injustice flagrante à laquelle son fils venait d'être exposé. Chaque mot qu'elle prononçait portait une charge de colère contenue, mais aussi un appel à la révolte contre des siècles d'oppression silencieuse. Claire, qui avait cru en toute impunité pouvoir traiter Lucas comme un intrus, se retrouva soudainement confrontée à la puissance d'une voix de justice, forte et indomptable. La mère, en un instant, avait tourné la situation contre elle. Claire, bien que visiblement embarrassée, resta sur ses gardes. Les regards des autres clients, qui jusqu'alors étaient restés en retrait, étaient désormais braqués sur elle. Ils avaient tous compris que l'enjeu était bien plus grand que l'accusation d'une simple mauvaise conduite. Il s'agissait de remettre en question le racisme institutionnel qui gangrenait la ville. Claire, prise dans la tourmente, sentit la réalité de ses actions se retourner contre elle. Peu à peu, la conscience de ce qu'elle avait déclenché la rattrapa. Elle ne venait pas simplement de viser un jeune homme noir. Elle avait jeté une ombre de doute sur la crédibilité de la mère de la ville. Et cela, elle le savait, avait des conséquences. Ses excuses tardives, maladroites, ne purent effacer la gravité de l'acte qu'elle venait de commettre. Lucas, toujours calme, fit face à cette situation humiliante avec une dignité qui força le respect. Il leva lentement les yeux vers les policiers, puis vers Claire, avant de s'adresser à tous les témoins de l'incident. Sa voix était douce, mais ferme. Il expliqua qu'il n'avait fait que travailler tranquillement dans cet espace public, qu'il avait payé pour son café comme n'importe quel autre client, et que son droit d'être là ne pouvait être contesté sur la seule base de sa couleur de peau. Il n'y avait ni provocation ni transgression de sa part. Il insista sur le fait que ce genre de traitement était non seulement injuste, mais qu'il était devenu un fardeau trop lourd pour une communauté qu'il aimait et à laquelle il appartenait. En choisissant de ne pas se laisser emporter par la colère, mais plutôt de faire valoir son droit avec calme et détermination, Lucas incarna ce que la résistance pacifique pouvait signifier face à l'injustice. Son calme tranchait avec la violence de l'accusation, et cette dichotomie entre sa tranquillité et l'hostilité de la situation fit naître une admiration grandissante parmi ceux qui observaient la scène. Cet incident, qui aurait pu être simplement un malheureux malentendu, se transforma en un moment historique pour la ville. Il ne s'agissait plus d'un simple acte de racisme isolé, mais d'une manifestation de l'injustice systémique à l'œuvre dans les structures sociales et politiques. Le lendemain, Lucienne Okafor, armée de sa conviction inébranlable, convoqua une conférence de presse à laquelle les médias locaux ne purent échapper. Elle y dénonça non seulement l'attitude raciste de Claire, mais aussi l'inaction persistante des autorités face aux actes de discrimination. Son discours ne visait pas seulement à faire justice, mais aussi à ouvrir un débat sur les pratiques policières et la manière dont les jeunes noirs étaient traités par le système.
Lucienne fit un appel solennel à une révision des pratiques policières, soulignant que la police, en restant passive face à ce genre de discrimination, ne faisait que perpétuer un cycle de méfiance et de division. Elle exigea des changements, demandant une formation plus approfondie sur les préjugés raciaux et sur les moyens d'intervenir dans des situations comme celle-ci. Mais Lucienne allait encore plus loin, et proposa un soutien accru aux jeunes noirs de la ville, leur donnant les moyens de se défendre face à des injustices semblables. Elle plaida pour des programmes de mentorat, des opportunités éducatives et professionnelles, et un accès équitable à des ressources qui leur permettraient de s'épanouir pleinement, sans être réduits à leur couleur de peau. Cet incident marqua un tournant dans la communauté. Les gens commencèrent à se poser des questions sur les préjugés raciaux ancrés dans leur quotidien, souvent invisibles ou ignorés. Il ne s'agissait plus seulement de dénoncer des actes individuels de discrimination, mais de comprendre et d'affronter un système qui les légitimait. Un véritable mouvement de solidarité naquit autour de Lucas. Les gens, noirs comme blancs, commencèrent à se rassembler pour dénoncer cette injustice et soutenir une vision de la ville où chacun serait traité sur un pied d'égalité. Ce n'était plus simplement une lutte contre Claire, ni même contre la police. C'était une remise en question de toutes les structures sociales qui avaient permis à un tel incident d'arriver. Lucas devint, sans le vouloir, un symbole vivant du combat contre le racisme. Ce n'était pas par la violence de sa révolte ou par des cris de colère qu'il s'imposa, mais par la force tranquille de sa dignité. Son refus d'accepter la dégradation et son appel à une humanité partagée résonnèrent dans le cœur de beaucoup. Sa mère, Lucienne, était la véritable architecte de ce changement, mais c'est Lucas qui incarna, par son calme et sa persévérance, la force tranquille d'un peuple en lutte. Ce mouvement de solidarité n'eut pas seulement des échos dans la ville. Les médias nationaux couvrirent l'incident, relayant le discours de Lucienne, et l'histoire de Lucas fit le tour du pays. Il n'était plus simplement le jeune homme dans le café, il était devenu le visage de la résistance à l'injustice raciale, une figure de l'espoir et de l'unité dans une société fracturée. Ce jour-là, la ville, à travers cet incident, devint le berceau d'une prise de conscience collective, où la voix de chacun, même dans le silence, commença à se faire entendre.